Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine African Chronicle. Vous connaissez déjà, on raconte l'histoire de l'Afrique à travers d'autres personnages illustres ou non qui l'ont vécu, qui racontent donc à ces Africains qui essayent de comprendre une histoire non écrite par d'autres. Ce mois-ci, nous allons attaquer un pays qui a marqué l'histoire, qui a été aussi quelque part le moteur des indépendances africaines, la Guinée-Conakry, notamment avec son premier leader, son chef, Sékou Touré, l'homme qui a osé dire non, non au général de Gaulle. Sans plus attendre, je vous invite à suivre ce premier numéro dans un lieu exceptionnel puisque nous sommes chez lui à Conakry, sa résidence. Vous savez, c'est une longue et intéressante histoire, l'histoire de la colonisation de l'Afrique, puis celle de la Guinée. Vous savez certainement dans vos archives, dans vos études, le congrès de Berlin qui a eu lieu du 24 décembre 1884 au 26 février 1885, le partage de l'Afrique, ce qu'on a appelé le partage de l'Afrique au congrès de Berlin. La France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, enfin, les grandes puissances de l'époque se sont partagées l'Afrique. Bon, tout est parti de là, donc disons, tout est parti de là. Il y avait avant le contact avec l'Europe qui a abouti à l'esclavage, le transport de millions d'Africains dans les îles Caraïbes, dans les Amériques. Mais la colonisation, donc quand ils se sont partagés l'Afrique, c'était soi-disant pour nous civiliser, pour permettre à cette population qui n'avait ni âme, ni religion, ni histoire, ni culture, était pour leur permettre d'entrer dans la civilisation moderne. On a divisé il y avait des familles, par exemple, en Guinée, je vous donne un exemple. Le Samou, d'un côté, la Guinée, de l'autre, la Sierra Leone. Les mêmes populations, disons les mêmes familles, quand vous traversez la rue, vous êtes anglais, de ce côté, vous êtes français. Donc, l'influence, il y avait pas, depuis les grands empires africains, il n'y avait pas cette division ethnique, régionaliste, mais les colonialistes n'en ont pas tenu compte. Et ça a abouti à l'esclavage. C'est une longue histoire, je ne veux pas rentrer, vous en savez certainement les détails. Et ensuite, il y a eu la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les Africains ont largement participé à cette guerre-là à travers les militaires qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, composés en Afrique de l'Ouest, guinéens, maliens, sénégalais, centrafricains. Toutes les 8 colonies de l'Afrique avaient fourni des soldats à la France métropolitaine pour la libérer, qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Il y a eu la fameuse conférence de Brazzaville, au cours de laquelle De Gaulle, qui s'était replié sur les colonies pour résister, a promis aux Africains qu'après l'indépendance, les Africains allaient jouir de l'indépendance. De manière pas directe, mais ça laissait sous-entendre. Le gouverneur Eboué de Brazzaville, enfin de Congo, a créé une colonne qu'on appelle la colonne Leclerc et qui est partie de Brazzaville jusqu'à Strasbourg, qui a participé à la libération de la France et de Paris particulièrement. Il y a eu le Vietnam qui a déclenché une guerre qui s'est libérée, et l'Algérie qui a déclenché la guerre de libération en 1954 avec le FLN. France throws the bulk of its military manpower into the Algerian rebellion, which daily assumes the proportions of total war. Flying columns fan out through the country, which on all sides has become a target for hit-and-run attacks by native guerrillas. And rounding up guerrillas has kept almost 400,000 of France's best troops pinned down. Et les colonies françaises d'Afrique noire sont restées dans une sorte, pas d'expectative, mais il y a une évolution en espérant toujours que la France allait leur accorder l'indépendance.
De Gaulle a senti la nécessité de donner la liberté, ou pas la liberté, mais une sorte de collaboration aux colonies africaines dans un ensemble qu'on appelait l'Empire français, mais rénové, la communauté franco-africaine. Gaston Defferre, à l'époque, avant de Gaston Defferre avait fait ce qu'on appelle la loi cadre. La loi cadre, c'est l'autonomie. L'autonomie consiste en quoi? Les colonies anglaises déjà avaient cette autonomie. Le Ghana en a profité d'ailleurs, a été indépendante depuis 1957. Defferre a promis l'indépendance, une sorte d'autonomie au sein de l'Empire français, la loi cadre. La loi cadre, les gouverneurs des régions, des colonies africaines étaient français, les vice-gouverneurs étaient africains. Souvent le leader des partis le plus populaire. En Guinée, ça a été Sékou Touré. Il y avait des potentialités et des possibilités énormes pour que ce pays, ce jeune État, soit un État exemplaire. Le tempérament du premier président de la République, la passivité de l'ensemble des intellectuels et de la classe politique à l'époque ont fait que il a instauré progressivement une dictature qui n'a pas de nom. Tous ceux qui combattent pour l'indépendance et pour la dignité, pour la souveraineté de l'Afrique, sont traités de dictateurs. Ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui ont été, dès le départ, martyrisés. Eux, on a bon teint de les présenter comme des icônes romantiques, quelque part. Quand nous pensons au Patrice Lumumba, qui a été assassiné et dissous dans l'acide, ça, ce n'est pas de la dictature. Quand nous pensons à l'Osadjefo Kwame Nkrumah, qui voyait l'Afrique avant tout, qui a été déposé par une junte militaire, qui, heureusement, est venu en Guinée et a été le co-président de la République de Guinée pendant toutes ces années ici en Guinée, et qui a donc participé à la révolution africaine de Guinée, directement. Quand on fait référence à un Modibo Keïta du Mali, qui avait perçu et qui voulait affirmer l'autonomie, l'indépendance et la dignité, la souveraineté de l'Afrique, qui a été déposé aussi par une junte militaire et qui a été assassiné en prison. Tout ça, c'est bon, c'est pas de la dictature. Le président Sékou Touré, le Parti démocratique de Guinée, a survécu à tout ça. Damantan. Kamila. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec votre mouchoir blanc là? Le mouchoir blanc est le signe distinctif. C'est votre signe? Oui, tout le monde me reconnaît par le mouchoir blanc. Et quand vous le sortez dans la rue, vous saluez les gens comme ça? Oui, oui, toujours. Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on sait que c'est moi. Voilà. Si on ne voit pas le mouchoir blanc, ce n'est pas moi. Parfois je passe à l'incognito
Vous savez, mon mari, comme tout le monde le sait, a toujours été un homme politique, un syndicaliste. Et lorsque j'étais au collège des jeunes filles à Conakry, j'avais comme correspondant mon oncle, Elhadji Sémkou Nkaba, qui était aussi un homme du PDG RDA. Et c'est là que j'ai eu la première rencontre avec celui qui devait devenir mon époux, c'est mon oncle. La chance d'avoir connu la période coloniale. Moi, je suis né en 1933. Je suis rentré au collège en 1945. Donc, à 13 ans, adolescent. Et ça correspondait juste à la fin de la guerre. J'ai connu les premiers mouvements d'émancipation. J'ai connu les luttes, la création, disons, la fin des travaux forcés, la période où les citoyens, les sujets coloniaux ont été érigés en citoyens français. Et les premières élections en 1945, 1946 et par la suite. Mon mari descend de l'Almami Samori Touré. Sa grand-mère maternelle était la fille de l'Almami Samori Touré. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Élevé donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient 3 de même mère, mon mari l'aîné et ses 2 sœurs. Donc, élevé par cette grand-mère qui lui a enseigné l'histoire de son père, l'Almami Samori Touré. Et à l'école, c'était toute une autre version que le jeune Sékou Touré entendait et qui le révoltait. D'abord, sa grand-mère, Maramata Touré, n'a pas voulu qu'il aille à l'école parce qu'elle était contre les Français qui ont arrêté son père, l'Almami Samori Touré, et l'ont déporté. Mais le jeune garçon était attiré par l'école. Il suivait ses camarades quand ses camarades allaient en classe. Il les suivait, mais comme lui n'était pas encore inscrit, il restait en dehors de l'école. Il les attendait jusqu'à leur sortie. Le maître d'école a fini par remarquer ce jeune garçon qui était toujours, il était assidu, il était là, mais il ne pouvait pas rentrer en classe. Il a fini par l'accepter avec ses camarades à l'école. Mais quand la grand-mère a su que son petit-fils allait à l'école, elle est allée pour le sortir. Elle a dit non, mon petit-fils n'ira pas à l'école française. Donc, très jeune, il s'est vu lancer dans la vie. Mais c'est un autodidacte. Il s'est formé tout seul. En 1946, il y a eu des combats politiques qui ont commencé. Chez nous, par exemple, j'ai connu, il y avait Yassine Diallo, Bamba Sano, les premiers combattants, Yassine Diallo, Bamba Sano, Fodé Mamadou Touré, et la CGT, ici, avait créé une structure en Afrique. CGT, la CGT, dirigée par un syndicaliste, Sékou Touré, qui est en même temps devenu politicien, la création de RDA à Bamako, avec Oufé Boigny, et les leaders de l'époque, Modibo Keïta, Sékou Touré, le leader du Niger, Amani Diori.
La section territoriale de Guinée, c'est le Parti démocratique de Guinée, section guinéenne du Rassemblement démocratique africain, va avoir à sa tête au départ un Malien d'origine. C'est-à-dire, si on devait parler en termes d'État de maintenant, un Soudanais du nom de Madera Keïta. Sékou Touré est un des militants syndicalistes très actifs, qui n'est pas allé loin dans les études, mais qui a eu une formation syndicale très poussée par la CGT française. Et comme vous savez, le RDA s'est affilié au Parti communiste français à la fin de la guerre, ce qui a amené les autorités coloniales à les pourchasser dans les territoires, à les brimer, à les mettre pour la plupart en prison, ou en tout cas à les éloigner. Il y a eu des affectations, on a envoyé certains militants actifs loin de leur pays, dans un autre territoire. Et Sékou Touré est resté en Guinée. Mais les partis étaient des partis ethniques. Il y avait, en Guinée ici, il y avait l'Union du Manding, il y avait l'Union forestière, l'Union de la Basse-Côte, le parti du Fouta, on appelait l'Amilcar Gilbert Vieillard. C'était le nom qu'il portait. L'Amilcar Gilbert Vieillard. Bon, je ne sais pas qui est Gilbert Vieillard, mais c'est eux qui connaissent. Il y avait même l'Union des gens des îles. Il y avait à l'époque l'Union des Métis, c'était cela. Et quand le RDA est né à Bamako en 1947, où les leaders africains se sont réunis pour demander qu'il y ait un mouvement d'union pour tous les Africains, qui a été le RDA. Mon mari, à l'époque, jeune syndicaliste, nous n'étions pas mariés encore, en 1947, il est allé assister à cette réunion à Bamako, au nom du syndicat. À son retour en Guinée, ils ont créé le PDG RDA. Dès le départ, de par sa vocation unitaire à rassembler les Guinéens, toutes tendances confondues, toutes sensibilités confondues, les a mobilisés dans le même creuset, et par son action politique de formation des masses, a réussi en un temps record à mobiliser la quasi-totalité des Guinéens en son sein. La révolution, c'est d'abord essentiellement la prise de conscience des nouvelles responsabilités qui incombent au peuple, moteur de l'histoire, dans l'édification de son bonheur. La prise de conscience de tout le peuple se matérialise dans le grand mouvement d'investissement humain, traduction économique de la pensée politique du Parti démocratique de Guinée, car il faut compter sur ses propres forces. Et l'astuce, pour toujours dans la singularité guinéenne, c'est que le PDG RDA de Guinée va profiter de cette période pour mettre fin à un relais important de la colonisation, qui étaient les chefs traditionnels. En supprimant les chefferies traditionnelles, il va couper l'herbe sous les pieds de l'administration coloniale qui n'avait plus de relais au niveau des groupements. C'est-à-dire que les populations de Guinée s'assument entièrement, qu'elles ne rentrent pas dans l'histoire par biais
ou par personne interposée, ou par pays interposé, mais qu'elles rentrent dans l'histoire effectivement parce qu'elles constituent une partie vivante de cette humanité. Qu'elles se prennent en charge, qu'elles s'organisent et qu'elles participent de façon responsable. Et moi, lorsque je me suis mariée, nous sommes mariés en juin 1953, nous habitions une petite maison, une modeste maison qui est toujours là à Conakry, hein, où la maison, la façade donnant à la rue, avait une véranda. Et cette véranda-là avait 2 fenêtres. Nous n'avions pas encore de bureau de syndicat, ni de bureau de partis politiques. C'est notre maison qui servait de bureau de syndicat. Il y avait une fenêtre qui était le bureau du syndicat, l'autre fenêtre était le bureau du PDG RDA. Il n'était pas encore le leader du PDG RDA parce qu'il a compris très tôt qu'il fallait d'abord organiser le peuple dans les syndicats pour que le peuple soit mobilisé pour le parti. Le parti était à l'époque un parti unique, ce qui n'est pas une spécificité à la Guinée. Mais cela répondait à un besoin. Vous n'êtes pas sans savoir que du système colonial à l'indépendance, c'est des États qui ont accédé à l'indépendance. Les nations africaines qui avaient déjà connu la fracture, d'abord par la traite négrière, la faiblesse qui a affaibli considérablement la structure de nos États traditionnels, ensuite par la colonisation qui est venue carrément l'estomper. Nous sommes venus aux indépendances en tant qu'État et non en tant que nation. Donc la priorité, c'était de constituer ces nations-là, de créer cette nouvelle conscience nationale. Pour ça, je ne pense pas que nous avions besoin de 36 000 partis. Il y a eu d'abord Bakary Djibo qui a voulu prendre l'indépendance, le Niger. Lui, il a demandé à son peuple de voter non, mais n'a pas été suivi parce qu'il n'était pas préparé. Contrairement à la population guinéenne qui avait été préparée pendant des années, des décennies, à l'idée de l'indépendance. C'est un pays assez singulier dans tous les sens du terme, parce que la Guinée est un des territoires qui a été conquis par les armes et non par un traité de connivence avec des chefs locaux. Il y a une forte résistance et au Fouta et en Haute-Guinée. L'Almami Bari s'est suicidé, pour vous donner une idée, pour ne pas être prisonnier du blanc. L'Almami Samori, pour ce qui concerne la Haute-Guinée, a été arrêté suite à une trahison et qui s'est également battu contre la France. La Guinée n'a été colonisée, n'est rentrée dans le giron qu'en 1901. En fait, la fin de la Samori a été arrêté le 29 septembre 1898. L'Almami Samori a combattu l'entrée, la pénétration coloniale. Il l'a combattu. Il a été fait prisonnier, il est allé finir ses jours au Gabon. Moi, quand j'entends les colonialistes parler de droits de l'homme, je dis quel est le droit de l'homme qui a amené cet homme, qui était un empereur chez lui, à aller mourir au Gabon? Quel droit? Et nous, dans notre tradition, on dit que être colonisé, c'est l'esclavage. Et si vous mourrez esclave, même dans l'autre monde, vous restez esclave. C'est la tradition qui le dit. Donc les gens voulaient l'indépendance. Nous avons eu des gens qui ont combattu ici.
C'est pour vous donner une idée de cette résistance de ces populations qui étaient structurées, qui avaient une organisation avancée avec l'ensemble, vous savez, la structure sociale de base qui est la famille, élargie à un groupe ethnique qu'on appelait péjorativement des tribus. Ça n'en était pas, c'était des groupements ethniques qui obéissaient à des règles particulières et qui avaient la chance d'avoir été islamisés, ce qui va avoir aussi une autre importance, c'est-à-dire que la collusion entre nos traditions et les principes islamiques vont donner naissance à deux grands groupes que sont les Malinké et les Peuls d'aujourd'hui. Ce sont ces deux grands groupes qui ont imposé l'islam en Guinée. Et c'est pour ça que quand on arrive avec les différentes luttes, les deux grands partis correspondent également à ces deux grands groupes ethniques. Le BAG de Barry Diawadou, le Bloc africain de Guinée, et le PDG-RDA de Sékou Touré. Barry Diawadou étant Peul, Sékou Touré étant Malinké. Mais le croisement de ces deux grands partis ne se faisait pas sur une base ethnique. Les 8 territoires de l'Afrique ont fait un congrès au Bénin en juillet pour dire que l'Afrique rejette la communauté franco-africaine. Il faut dire que l'indépendance a été acquise grâce à la lutte principalement des étudiants africains qui étaient à la pointe de combat à l'époque. Parce qu'il faut le dire, tous les partis politiques les plus progressistes à l'époque n'osaient pas parler d'indépendance. C'est à partir de 1953-1954 que les étudiants africains en France et à Dakar ont parlé d'indépendance. Et c'est par la suite, dans un premier temps, on les a pris pour des fous alliés. Et finalement, l'idée a fait son chemin. Et en 1958, des formations politiques se sont retrouvées à Cotonou et ont fondé ce qu'on appelait le PRA, le Parti du regroupement africain. Et ils ont adopté le mot d'ordre de l'indépendance qui était déjà lancé en 1956 au congrès de la FEANF à Paris. C'est cet état de fait politique qui lui aura permis d'accéder au pouvoir déjà sous le régime colonial avec la loi cadre des FER qui a permis la semi-autonomie des territoires coloniaux et ensuite d'organiser le peuple et de lui faire voter massivement le 28 septembre 1958 non au référendum et au choix qui était donné aux peuples africains d'alors. Dans la rédaction de la Constitution française, les leaders étaient invités à Paris et il était convenu que c'était un mariage. Mais la Guinée a demandé, un mariage suppose la séparation quand ça ne va pas. Est-ce qu'on peut inclure dans la Constitution un article qui stipule que quand un pays, membre de la communauté, décidait d'en sortir, vous pouvez avoir la possibilité de le faire. Au départ, on a hésité, mais De Gaulle a dit finalement non. Ou c'est un oui ou un non. Alors dans ce cas, Sékou Touré et les leaders, il dit bien à cette époque, le leader qui était Yassi était décédé, les leaders des partis politiques de Guinée, le BAG, Diawando Barry, Bangoura Karim, Fodé Mamadou Touré, Barry Troa avec le Parti Socialiste, avaient décidé avant que de toutes les façons ils feraient voter non. Le PDG
qui était parti majoritaire, avec Sékou Touré à la tête. Comme cet article n'a pas pu être inclus dans le corps de la Constitution, dans ce cas, la Guinée a décidé de voter non. Le général de Gaulle est arrivé à Conakry précisément le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général de Gaulle. En effet, au mois de juillet 1958, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au Palais Chaillot une conférence commune à Paris, en vue d'étudier le texte constitutionnel. Et cette assemblée m'avait fait l'honneur en me désignant rapporteur auprès du général de Gaulle. J'avais donc indiqué au général de Gaulle la disponibilité de tous les peuples africains associés à la France à l'époque pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, mais à condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Alors, il faut dire que le référendum, moi, m'a trouvé à Poitiers. J'étais à Poitiers. En France. En France. J'étais étudiant. Il faut dire aussi que déjà en 58, jusqu'en juillet 58, août 58, en Guinée, les étudiants n'étaient pas autorisés à parler d'indépendance, ni à faire des meetings pour l'indépendance. Ça s'est accéléré avec l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Il a initié une constitution de la Ve République et il a voulu faire un référendum pour qu'il y ait une communauté franco-africaine. Et c'est cette aventure qui a finalement accéléré le processus de l'indépendance. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu le référendum. De Gaulle est venu. L'arrêt de Conakry n'était même pas prévu. C'est presque accidentellement que c'est arrivé. En particulier, il y a eu une rencontre à Conakry. De Gaulle a fait une tournée. Il devait faire une tournée à Madagascar, à Brazzaville, et il y avait 3 étapes, Madagascar, Brazzaville et Dakar. En cours de route, on lui a dit qu'il faut faire un détour sur Conakry. Et il est venu parce qu'il a été encouragé par certains de ses employés qui ont dit il faut venir, peut-être que Sékou Touré sera sensible au fait qu'on lui a donné ce privilège-là. Il va changer de prison. Parce que mon mari avait dit, dès le départ, que si ils ne mettent pas dans la Constitution que les Africains ont le droit quand même à leur indépendance. Le 25 août, donc, De Gaulle vient à Conakry. Il a été reçu par la population. Moi, j'étais là, j'étais au lycée, un petit garçon. De Gaulle a été reçu par les populations à Conakry avec faste, avec enthousiasme. Et il a cru que c'était donné. Mais déjà, le discours écrit par Sékou Touré, il n'avait pas lu. De Gaulle n'avait pas lu. Donc, pour lui, le discours de Sékou Touré était populiste, mais la Guinée finalement allait voter oui à l'indépendance, enfin au référendum. Dans la salle du 25 août, on appelle maintenant la salle du 25 août, qui était l'Assemblée territoriale, De Gaulle a été reçu par la population, par Sékou Touré et Saïfoula Diallo, qui était président de l'Assemblée territoriale. Je dis bien, c'était le gouvernement autonome, avec la loi cadre. Le président était un Français, le gouverneur du territoire. Le vice-président, Sékou Touré, qui
qui avait 57 députés sur 60 députés territoriaux. Heure historique et solennelle. Nous avons un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Encore qu'ailleurs, que la dépendance est à la disposition de la Guinée. Est-ce que la France le 28 septembre, en disant non à la proposition qui lui est faite? Il a dit que la Guinée préférait la pauvreté dans l'esclavage à l'opulence la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. De Gaulle lui a répliqué du tac au tac. L'indépendance est à la portée de la Guinée, il suffit de voter non le 28 septembre. Au-delà des mots, le ton employé, la surprise du général de Gaulle qui ne s'attendait absolument pas à cette tonalité-là, encore moins à ce contenu, va être profondément vexé, va en tirer une attaque personnelle. Alors que dans sa fougue, il faut quand même que vous sachiez que Sékou Touré a 35-36 ans à ce moment-là. Dans cette fougue et dans une salle surchauffée, acquise à la cause du parti dominant de l'époque, qui était le PDG. Parce que l'arrogance de De Gaulle, quand on l'écoute avec le recul du temps, elle dit vous êtes libre, mais vous prenez avec les conséquences. Le président Sékou Touré a dit l'histoire ne retiendra pas un jour dire que la France généreuse a donné l'indépendance à ses colonies africaines et que tous ont choisi de rester colonies. Dis-moi, je prends l'indépendance au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. Les autres leaders avaient trahi. La Sawaba au Niger était avec Sékou Touré les seuls qui avaient maintenu le mot d'ordre. Mais entre-temps, il y a eu renversement de situation au Niger. Bakary Djibo, qui était leader de la Sawaba, qui était vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions et remplacé par Amani Diori, qui a décidé de voter oui. Finalement, la Guinée était seule à voter non. Mais tous les leaders à l'époque, partis d'opposition, les partis minoritaires et le PDG, étaient d'accord pour donner l'indépendance au pays et gérer le pouvoir ensemble. Le pouvoir est une richesse qui grandit par le partage. C'est ainsi que la Guinée, le 28 septembre, a décidé à voter non à la proposition faite par la France et à rejeter la communauté franco-africaine. Et la Guinée est devenue le pays leader de l'indépendance africaine. Les conséquences, on en a tiré. En vérité, c'est beaucoup plus tard que cette dimension africaine de l'indépendance de la Guinée a été construite dans ma conscience à moi. Sinon, en 1958, quand on a parlé d'indépendance, parce que pour moi c'était vraiment en parler, cela s'est traduit par la joie au village, que nous n'aurons plus à courber l'échine devant l'étranger, devant les Français, devant les Blancs. Et donc, c'est cette manifestation de la liberté retrouvée qui me revient immédiatement en mémoire lorsque on parle de 1958. Ce phénomène a été le précurseur du démantèlement de l'empire colonial français en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que
les répercussions de ce non massif du peuple de Guinée ont été, 2 ans après, la cascade des indépendances en Afrique. Mais le gouverneur de l'époque, le gouverneur de France qui était là, Mauberna, avait dit que la Guinée votera ce que Sékou-Touré dira. Lui, il savait parfaitement le poids politique qu'avait le PDG RDA à l'époque ici. Parce qu'au moment où nous allions au référendum, l'Assemblée territoriale qui était considérée de 60 conseillers, il y avait 57 PDG RDA. C'était le parti le plus fort. Les partis adverses, il y avait un indépendant et 2 de la SFIO. En partant de la Guinée, tout a été arrêté aussi brutalement. Des infrastructures qui étaient en construction ont été arrêtées, des plans ont été détruits. Il a dit tout, je ne veux plus rien avoir à faire ici après le 28 septembre. Il faut préciser que quand De Gaulle s'est mis en colère, Sékou a regretté un peu son langage. Il a voulu rattraper l'incident. De Gaulle n'a pas marché. Et en partie, c'est ce qui a amené l'indépendance de la Guinée. Le jour qu'on allait au référendum, le jour du 28 septembre, le PDG avait donné la consigne stricte à toute la population de rester calme, d'éviter tout débordement, parce qu'il fallait un petit incident pour qu'on annule le résultat. On a demandé à la population d'aller voter et que chacun rentre chez soi. Un journaliste français qui a écrit à l'époque que Conakry était ce jour-là comme une ville morte. Les gens ont respecté cette consigne. À Conakry, il n'y avait que les chars et les tanks qui circulaient dans la ville. C'est ce moment qu'a choisi M. Mesmer, qui était haut commissaire de la France d'outre-mer à Dakar. Parce que dès que De Gaulle a quitté, ils ont su que de toutes les façons, la Guinée allait voter non. Parce que c'était la décision prise par le parti. Lui, il a pris ses dispositions aussi. Il a écrit, il a fait 2 livres. Après tant de batailles, et les Blancs s'en vont. Dans les 2 livres, il explique. Il a fait venir un bateau à Conakry. Et le jour du référendum, il a fait venir des parachutistes français par avion. Ce parachutiste-là était venu pour vider les caisses de la banque. Personne ne s'attendait à ça. La consigne avait été donnée que les gens restent tranquilles chez eux. Donc, ils avaient les mains libres. De l'aéroport, ils sont allés directement à la banque. Ils ont ouvert les caveaux. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent à la banque. Peu de gens savent que la Guinée a débuté avec 0 franc. On a payé un prix très fort et je ne dirais pas forcément toujours juste. C'est pour ça que je parlais du caractère, de l'aspect personnel de ça, parce que même si le général de Gaulle, peut-être le grand homme qu'il était, pouvait passer l'éponge, il y avait dans son entourage de certaines personnes qui n'ont jamais pardonné à la Guinée d'avoir dit non en 1958. Vous pensez à Foccart, pour ne pas le citer, et avec toute l'officine qui l'entourait à l'époque, et la Guinée va en souffrir. On va nous créer, comme je vous l'ai dit, tous les programmes ont été arrêtés. Tout ce qui était en cours a été arrêté. Des instructions ou des avis ont été donnés pour que l'Occident nous ferme tous les robinets, partout où cela pouvait exister. Il y a eu, assez curieusement, une parenthèse dans ça, c'est la période de Kennedy. Le président Kennedy a eu d'excellentes relations avec le président Sékou Touré. Ça a permis de passer une période assez difficile parce qu'on est passé d'un état où tout allait normalement à un abandon total. Ça nous a obligés, quand on a créé notre monnaie nationale le 1er mars 1960, pour vous donner une idée, il est prouvé maintenant
que la France a noyé la Guinée de faux billets pour déséquilibrer notre économie. La Guinée indépendante et libre entre dans une grande révolution globale et multiforme. La révolution est fille des nécessités de la vie, prise de conscience d'un passé, d'un présent et volonté de créer un avenir radieux. Le pays se trouvait dans un dysfonctionnement administratif terrible. Moi, j'étais à l'école, nos maîtres blancs, français, avaient foutu le camp. De Gaulle avait dit, vous rentrez. Et c'est là qu'il faut applaudir l'apport des cadres, des intellectuels africains, mon professeur David Diop, qui est venu avec d'autres cadres antillais et africains, Momini du Niger, Béhanzin du Bénin, Dahomey à l'époque, une vingtaine de cadres, plus que 50 cadres africains et français ont décidé de venir au secours de la Guinée. La révolution n'est jamais isolée. Elle est synonyme de liens nouveaux, fructueux, de coopération amicale et fraternelle avec tous les peuples du monde. En vérité, je l'ai vécu sous la forme de professeurs de français qui étaient yougoslaves et à laquelle nous apprenions le français pour qu'elles puissent nous instruire en français. Alors c'est cette image qui me revient. Le départ précipité de nos professeurs. Et j'étais au lycée classique de Donka, Conakry. C'était une école extrêmement prestigieuse. Elle est d'ailleurs en grande partie restée. Bon, c'était une école prestigieuse, sauf que il y avait vraiment un corps professoral très hétéroclite. Il y avait nombreux étaient les professeurs qui n'ont jamais été qui ne parlent pas la langue et qui devraient nous aider à passer cette situation relativement inédite, un peu spéciale. C'est un peu comme cela que j'ai ressenti le départ. Le départ, c'est aussi ressenti par, à mon niveau, par l'euphorie qui régnait à Conakry. Encore une fois, l'indépendance m'a trouvé au village. Puis, je suis venu à Conakry pour commencer le collège. On l'appelait à cette période collège lycée classique par rapport au collège qui était une série qui était beaucoup plus réservée pour les personnes d'un certain âge, les élèves d'un certain âge. Donc, à Conakry, le second fait qui m'a vraiment frappé, c'est la joie générale. On appelait cela se traduisait par ce qu'on appelait l'investissement humain, c'est-à-dire le nettoyage de la ville par des volontaires, des femmes, des jeunes qui se déployaient librement dans Conakry. Il y avait les lampadaires qui donnaient les informations pratiquement gratuitement, puisque chacun pouvait s'asseoir sous un poteau et puis écouter la nouvelle voix de la révolution, cette radio, et chacun pouvait écouter ça librement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un petit poste radio avec vous personnel. Il vous suffisait de fréquenter les rues pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la radio. Cette image m'est vraiment restée. La troisième image que je retiens, c'est déjà les difficultés à pouvoir bien assurer les repas à l'internat. Nos aînés qui, eux, ont vécu la période coloniale,
nous disait, mais écoutez, le réfectoire ne se présentait pas comme cela. Le petit déjeuner, c'était avec sardines, c'était avec ceci, c'était avec cela. Mais voilà que l'indépendance est venue et nous en réjouissons. Mais on constate que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient par rapport à la prise en charge des élèves internes que nous étions. Le 2 octobre 1959, je rentre parce que les coopérants français qui étaient là avaient été tous rappelés. Et la Guinée se trouvait dans une pénurie de cadres extraordinaire et c'était le début de l'indépendance. On est venu nous mettre à la disposition de l'État guinéen pour pallier les inconvénients de cette rupture unilatérale et brutale. C'est comme ça que je suis rentré le 2 octobre 1959. À l'époque, il y avait un enthousiasme extraordinaire. Il y avait tous les progressistes africains et de par le monde qui s'étaient mobilisés et qui s'étaient portés volontaires pour venir au secours de la Guinée. Et en Guinée même, il y avait une ferveur extraordinaire autour de l'indépendance et les gens étaient prêts à beaucoup de sacrifices. Donc, le président Sékou Touré, les responsables guinéens ont demandé à la population de voter, de payer encore l'impôt, malgré les gens étaient très pauvres à l'époque. Les Africains étaient très pauvres. Mais les gens ont accepté. Et le président Nkrumah a donné un prêt sans intérêt, c'était même un don à la Guinée. C'est avec ça que la Guinée a débuté. Le colon est parti. Nous sommes indépendants. Moi-même, je me suis découvert. J'avais une correspondante. À l'époque, il y avait les correspondantes, les lycéens africains et français. D'un coup, je me suis senti dans la peau quelque chose que je n'ai jamais rêvé. Être moi-même. N'avoir pas de blanc comme chef. Avoir un noir, un nègre comme chef. C'était une vague une explosion de joie, la révolution nous avait engloutis. Donc voilà la Guinée indépendante, la Guinée gérant ses propres affaires, la Guinée souveraine. C'est très simple, vous savez, tous les peuples sont les mêmes, hein. Les gens veulent leur indépendance. Évidemment, il y avait à la tête de ce pays. On ne les a pas placés, ils étaient là déjà. Ceux qui avaient leur intérêt, qui voulaient rester. Mais les peuples exigeaient l'indépendance. Moi, je pense que c'est ce qui a fait. Les gens étaient... De Gaulle même, il ne s'en doutait pas. Hein. Il était sûr que les gens auraient demandé leur indépendance. Ils les ont octroyés pour réduire les dégâts, si vous voulez. Ils les ont donnés en faisant... Ils ont fait des multitudes de fêtes de l'indépendance. Et c'est les Français qui venaient superviser ces indépendances. À partir du moment où la Guinée a proclamé son indépendance le 2 octobre 1958, les peuples africains, surtout les jeunes, les étudiants, les populations, les syndicalistes, ont vu en la Guinée le seul pays d'ancrage de leur espoir. Les étudiants, les populations, les syndicalistes ont poussé leurs leaders à prendre l'indépendance. L'indépendance, c'est la porte ouverte sur le monde, au palais de verre de Manhattan. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. C'est pourquoi, de cette tribune, je lance un appel aux hommes conscients. Je lance un appel aux nations
qui a une grande part des responsabilités dans les affaires du monde. Je pense qu'on doit être fier de ce que les pères de l'indépendance ont réussi parce qu'ils partaient de presque rien. Et comme vous savez, la colonisation n'avait pas pour objectif premier de construire l'homme africain, conscient des intérêts de son continent. Dès l'instant où vous étiez nationaliste, vous devenez un danger. Beaucoup de nos illustres pères ont payé le prix fort. Lumumba l'a payé, les Omniobé l'ont payé, les Félix Moumié, les Modibo Keïta sont morts en prison, Kwame Nkrumah est mort à la limite exilé en Guinée, pour dire que l'idéal qui les animait, c'est de bâtir un continent riche, développé, où il fait bon vivre. Mais également, nous avons conscience du fait que cette étape de l'indépendance est totalement terminée. Nous appartenons totalement aujourd'hui, ce qui fait que aujourd'hui, nous n'avons même plus, comme nos aînés pouvaient prétendre que oui, ce sont les colonialistes, ce sont les impérialistes, ce sont les étrangers, ce sont les Français, ce sont les Anglais qui sont responsables de ce que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Notre retard s'explique aisément. Ils n'ont pas voulu faire les routes, ils n'ont pas voulu ouvrir l'école à tous. Tout ceci était un langage qui pouvait accrocher l'observateur hier. Mais aujourd'hui, après avoir remercié les pionniers, les devanciers, nous faisons aujourd'hui face à nous-mêmes. Nous avons nous-mêmes à prendre part à la construction de ce monde, mais à partir de nos valeurs. Et c'est là que se trouvent les grandes équations. Mais moi, je dis que j'estime que l'expérience guinéenne a réussi. Pour la bonne raison que 2 ans après, tous les États africains voulaient leur indépendance. Si on avait échoué, ils n'auraient pas pris. Alors moi, j'estime que ça, c'est déjà un grand succès. Voilà, c'est ainsi que va s'achever la première partie de ce documentaire. Une première partie où nous avons voulu montrer Sékou Touré dans son côté héros. C'est lui-là même qui a su lire bien avant les autres la nature des événements qui se déroulaient en Afrique et qui a osé dire non. Non au général de Gaulle, non surtout à une France qui était à l'apogée de sa politique coloniale en Afrique. Un nom qui a entraîné la cascade des indépendances comme un effet de boule de neige. Dans la deuxième partie, nous parlerons de Sékou Touré, président. C'est lui qui est donc devenu, pour certains, le héros toujours, mais pour d'autres, le bourreau de son peuple. Je vous propose tout de suite un petit extrait. Je suis le docteur Marega Fodé, chirurgien, président de l'association des victimes du Camboiro et fils de feu docteur Marega Bokar, chirurgien qui a été exécuté, je dirais en 71, parce qu'il a été arrêté en 69, et on pense qu'il a été exécuté en 71 et qu'il est actuellement dans une fosse commune à Kindia. Qu'il y ait eu des tragédies, nous l'acceptons et nous l'assumons. Ces tragédies ne sont que le reflet de l'opposition qui a été faite au mouvement d'émancipation de la nation africaine, dont la Guinée a été et pour longtemps un porte-drapeau, un porte-flambeau. Cela est issu de tous. Alors, que nous nous recadrions aujourd'hui, 2012, et que nous tirions des leçons objectives de cette histoire, nous ne demandons que cela, pour que notre avenir soit un avenir radieux pour nous tous et pour nos enfants à tous. Mais de là à vouloir travestir l'histoire, parce que c'est de ça qu'il est question, et que des frères
africains continuent à être instrumentalisés dans cette voie, nous ne l'acceptons pas.